16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, journaliste, spécialiste de la spiritualité et du bien-être, animatrice de télévision. Vous avez pu la voir notamment pendant 7 ans dans l'émission Le Mag qui fait du bien auparavant sur C8. Après son premier livre, Se forger un corps de diamant, la quête d'un bonheur inaltérable chez Guy Trédaniel. Aujourd'hui, Karine Arsène vient nous voir pour son nouvel ouvrage intitulé Vous êtes ce que vous croyez, les clés de vos 10 états de vie chez Fayard. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Karine Arsène. Bonjour Cyrielle, merci pour cet accueil. Écoutez, je suis ravie de vous recevoir. On va décortiquer ensemble cet ouvrage que vous nous offrez. On va tenter, bien évidemment, de parler de votre actualité, mais aussi, puisque c'est toujours l'ADN de cette émission, tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est indissociable. On démarre par le début, toujours le début. Karine Arsène, je crois savoir que vous êtes née dans une famille indienne, vietnamienne, et bien sûr, corrigez-moi si je me trompe, bouddhiste. Vous diriez que vous avez eu quel genre d'enfance aujourd'hui avec le recul de la vie ? Alors, avec le recul, je pense que j'ai eu une enfance difficile, mais ça a été le plus beau cadeau que m'ait offert finalement la vie. Parce que lorsqu'on vit ce petit point de bascule que certains appellent la nuit noire de l'âme ou parfois une souffrance, le désespoir infini, comme j'explique aussi dans mon second livre. Finalement, c'est à ce moment-là qu'on peut aller explorer un potentiel qu'on ne serait pas allé voir et chercher intérieurement. Et c'est là où naît la foi. Bien sûr. On va parler de ces moments de bascule et de comment on en arrive à là, parce qu'il y a un chemin avant d'en arriver là et nos auditeurs sont peut-être dans ce chemin. C'est pour ça que je cherche à vous y emmener. Quel genre d'enfance avant toute chose et quel genre surtout de petite fille vous étiez au regard de votre vécu ? Disons que j'étais un petit peu surtout dans cette dualité entre le fait que je sois en France, en Occident. À l'époque, c'était les jeans déchirés, les sacs US à l'école. C'était et une éducation très stricte, très sévère, vietnamienne. Donc, j'étais un petit peu entre deux mondes. Et c'est vrai que dans l'éducation que j'ai reçue, et que beaucoup d'enfants de Vietnamiens, les mères vietnamiennes sont un peu sévères, un peu beaucoup. Et donc, j'ai dû... on n'avait pas le droit de s'exprimer, de parler, de dire ce que l'on ressent. Aujourd'hui, il y a eu tellement d'évolution. Mais à l'époque, alors bien sûr, je parle là de mon éducation vietnamienne, mais finalement, j'imagine qu'elle est aussi dans beaucoup d'éducation de l'époque. Et Françoise Dolto venait d'arriver, on commençait un petit peu à parler, à se soucier aussi de ce que l'enfant pouvait ressentir. Mais c'était le tout début. Aujourd'hui, c'est extraordinaire, parce qu'on a vraiment une véritable écoute. En tout cas, si on veut, on peut être bien accompagné dans l'éducation, ce que moi, je n'ai pas reçu. Karine Arsène, vous avez dit à plusieurs reprises avoir vécu, ou plutôt je dirais expérimenté le désespoir. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, avec des choses difficiles depuis très petite. Il y a eu des épreuves de santé, des épreuves compliquées avec vos parents notamment, une inscription sociale. Et à 7 ans, vous allez vivre une sorte de choc. Alors, je ne sais pas de quel choc vous me parlez à 7 ans. Avec vos parents. Un choix. Mes parents. On vous demande de faire un choix. Est-ce que ce choix, c'est le vôtre ? Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez. Pas de souci, je vais y venir lentement mais sûrement. On va vous demander de choisir entre votre père et votre mère. Est-ce que c'est de vous, cette histoire-là ? Non, celle que je vous la racontez, celle de Joanne ressemble étrangement à la vôtre. Ah, peut-être que vous y trouvez une ressemblance, mais je pense que finalement, tout le monde se reconnaît dans ces chemins de vie. Mais non, ce n'est pas moi. Vous avez évoqué votre mère il y a un instant. Ce que vous avez évoqué, en tout cas, c'est une sorte d'emprise où vous jouez un rôle dans une vie qui n'est peut-être pas la vôtre. Dans ces pas jusqu'à 27 ans, un moment où vous allez décider de couper, et vous dites que vous êtes construite dans son regard. Je trouve ça très important de l'expliquer sur notre antenne, parce qu'on a une éducation orientale, et c'est vrai que la mère a une influence très importante aussi. C'est vrai que je parle de cette fusion parfois qu'il peut y avoir entre une mère et son enfant.
mais peut-être aussi avec un père et son enfant. Hein. Mais moi, je l'ai vécu en tout cas avec ma mère. Et cette fusion, finalement, qu'elle soit dans l'amour fusionnel, illimité, ou dans la destruction, finalement, il y a une fusion. Et c'est ça, tout le chemin après que j'ai dû entamer pour défusionner. Si j'attendais que ma mère fasse le chemin, peut-être qu'elle a fait, cela dit, mais moi je parle en mon propre nom, finalement j'en serais toujours au même endroit. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette éducation spirituelle que j'ai reçue ensuite, par la suite, c'est que c'est prendre la responsabilité finalement de tout ce que je vis à 100% pour pouvoir transformer la situation à 100%. Et donc je parle de ce fait que lorsqu'on défusionne, ça veut dire accepter que sa mère est sur le bon chemin et que ça lui appartient, mais reprendre son autonomie. Et parce qu'il y a aussi beaucoup de choses. Il y a aussi l'attachement, la loyauté. Les scrupules de l'éducation. Oui, c'est une sorte de loyauté qu'on a dans cette dépendance affective qui ne rend pas heureux ni le parent, ni l'enfant. Et il ne faut pas oublier finalement que dans une famille, c'est comme des îlots. Il y a de l'eau qui passe autour de chaque personne. Et c'est ça, pour moi, cette image de l'autonomie. C'est-à-dire que bien sûr, c'est une famille. Mais il y a un moment donné, c'est important de s'accomplir. Moi, je me rappellerai toujours d'un enseignement que j'ai reçu. La seule dette de reconnaissance que tu as envers tes parents, c'est de devenir heureux. Oui. Cette phrase m'a sauvé la vie. Là où moi, j'étais née pour servir ma mère. Je n'avais pas d'entité. J'ai dû récupérer cette âme, finalement. Cet endroit. C'est ce que vous racontez. Plus tard, alors, vous allez vous créer en grandissant un personnage un peu parfait. Vous êtes à un moment donné trahi amoureusement et vous passez par ce désespoir, cette fameuse nuit noire de l'âme, comme vous l'appelez. C'est souvent le cas quand on a une histoire d'amour qui se casse, quelque chose en nous casse, brise jusqu'à nous emmener tout au fond. Et après, il faut taper bien fort pour pouvoir remonter. Vous allez sombrer et là, vous devez tout recréer. D'abord, vous vous dites quoi quand ça arrive? Alors déjà, pour resituer le contexte, c'est que cette personne n'a été que le catalyseur d'une souffrance qui était beaucoup plus profonde et qui m'appartenait depuis bien longtemps. Et j'avais créé en fait ma vie sur un château de cartes. Et donc, il a fallu ce point de bascule où je me suis dit à ce moment-là, soit je meurs et je ne me rate plus, soit je vis. Mais à ce moment-là, je deviens une femme profondément heureuse. Maintenant, avec le recul, maintenant qu'on est là en face, nous deux, Cyrielle, j'ai envie de me dire, mais comment ai-je pu, ne serait-ce qu'un seul instant, penser à partir? Comment j'ai pu penser à un seul instant, croire qu'il n'y avait pas d'issue? Parce que ma conscience s'est élargie grâce au fait, justement, de ce point de bascule. Et c'est pour ça que je dis que c'est un vrai cadeau. Parce que c'est là où a commencé ma foi. Et foi, c'est fides. Fides, en latin, c'est la grande confiance en la vie. Et chacun y trouve son pilier. Moi, je l'ai trouvé dans la croyance bouddhiste. Oui. La foi devient une bouée. Quelle a été la première étape que vous avez franchie? Quand tout cela est arrivé, d'abord, j'imagine que vous avez accepté la tempête. C'est ce que vous dites. Il faut l'accepter. Lorsqu'on comprend que la vie est difficile, elle devient soudain plus facile à vivre. C'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage. Qui dit ça, oui. Et donc, il y a plus de 30 ans, vous décidez d'entrevoir ce que vous appelez le champ des possibles avec une autre version du réel, une autre façon de faire corps avec l'existence. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place quand on en arrive à là? Je pense que déjà, pour tous ceux qui nous écoutent, et c'est ça dont je parle dans ce livre-là, parce que je raconte finalement tous ces états qu'on peut traverser, qui commencent par l'état de désespoir, mais il y a d'autres états, peut-être dont on va parler tout à l'heure, mais l'état de désespoir, on pourrait dire entre guillemets que c'est l'état d'enfer. Oui. C'est quand on est... en fait, on ne trouve plus de but à la vie. On a envie de dormir, de ne plus voir le jour. C'est un peu cette chanson de Starmania. C'est se laisser mourir sur l'asphalte, etc. Et dans ces moments-là, en fait, finalement, je pense que déjà, la première clé, c'est de désirer profondément devenir heureux. C'est une cause que l'on plante comme une graine. Et après, c'est à nous d'être un jardinier, de l'arroser,
de le cultiver et de s'en rappeler tous les jours comme une nouvelle programmation. Et de cette petite étincelle, comme une braise finalement, où on soufflerait, vous savez, pour faire un feu de cheminée. Donc on souffle, et à un moment donné, en fait, cette braise commence à grandir telle une flamme, et ce désir devient de plus en plus grand. Et dès qu'on commence à avoir ce désir-là intérieur, naturellement, on découle des personnes autour de nous, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui vont nous donner une phrase d'encouragement. On allume Radio J, et comme par hasard, on tombe sur Cyrielle, qui nous parle de quelque chose dont on avait besoin à ce moment-là. C'est comme si ces désirs, comme des prières, souhaiter, désirer, ce sont des prières finalement, c'est un pouvoir du cœur, fait écho dans l'environnement. Et on a des réponses. Vous parlez de plusieurs états. On va y venir dans un instant parce que c'est très important de l'évoquer. Vous venez de parler du bonheur. Ce bonheur, pour certains, quand on parle du bonheur, c'est très abstrait. On se dit, le bonheur, il est éphémère, il est volatile. Est-ce que vous nous apprenez dans votre ouvrage, vous êtes ce que vous croyez, c'est d'être heureux, peu importe ce qui nous entoure, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que l'on vit. C'est en gros de créer un état de bonheur durable. C'est ça, c'est que j'explique qu'il y a deux bonheurs. Il y a le bonheur relatif à quelque chose d'extérieur, et on a tous cette même tendance. Et encore, on peut retomber demain dans cette tendance, même quand on s'entraîne tous les jours, etc. Et qu'on a conscience qu'il y a deux bonheurs différents. Le bonheur relatif, c'est se dire, voilà, quand même, quand j'aurai quelqu'un à mes côtés, je serai quand même plus heureuse. Pour ça, c'est relatif, Foro. Ça, c'est relatif. Ou quand même, quand j'aurai cette maison-là, voilà, ou quand j'aurai des meilleures conditions, je serai plus heureux au travail. En fait, non. Le bonheur, c'est un état. Ce qu'on appelle ce bonheur durable, qui n'est pas relatif à quelque chose d'extérieur. Parce que lorsqu'on s'attache à ce bonheur relatif, finalement, on est tout le temps ballotté par les situations extérieures. C'est relatif. Notre bonheur est dépendant de l'extérieur. En revanche, un bonheur durable, c'est ce que j'explique, c'est un état. C'est une conscience, c'est un entraînement de l'esprit qui fait qu'à un moment donné, tout devient un bienfait. C'est-à-dire qu'on s'est tellement entraîné à être dans la gratitude, à être reconnaissant déjà de tout ce que l'on a, ne pas oublier ce que l'on a, parce que souvent on l'oublie, les adages des grands-mères finalement, il y avait beaucoup de vérité. Et c'est ça en fait, c'est se dire que pour moi aujourd'hui, si on me pose la question, qu'est-ce que c'est la définition du bonheur ? C'est d'avoir un cœur qui n'est jamais vaincu par les difficultés. Comme si je m'étais forgé un printemps au fond de ma vie qui ne bouge plus, même si en surface, c'est un peu la tempête. Et Dieu sait que c'est la tempête en ce moment avec tout ce monde extérieur qui vient évidemment nous polluer. Qu'est-ce que vous dites, Karine Arsène, avant qu'on tente de trouver les solutions avec vous en décortiquant votre livre, à ceux qui voudraient se protéger et trouver une paix intérieure quand on est fragilisé par un quotidien d'une part harassant? Et qu'est-ce que vous dites à ces gens qui vous disent « Ok, tout ça c'est très joli, c'est des mots, mais moi en ce moment je suis en souffrance, je suis dans une nuit sans lune. Comment vous pouvez déjà me donner le mot qui me donne envie d'essayer d'aller chercher la lumière? Déjà, j'aime beaucoup parce que vous avez lu mon livre. Oui, je ressens, c'est très joli. Merci de reprendre des petites phrases. Alors, c'est ce que je dis aussi, c'est que c'est difficile d'encourager toutes les personnes de la même façon. C'est pour moi un encouragement, c'est vraiment un dialogue de cœur à cœur, où je vais déjà l'écouter, je vais sonder ce qui se passe, parce qu'il y a son histoire, il y a ses blessures, il y a son éducation, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre-là. C'est qu'on y retrouve justement des clés, parce que ce que j'ai voulu faire aussi, c'est que c'est important. Pour commencer à changer, il faut comprendre ce qui se passe en soi. Il faut être honnête. C'est un miroir sans complaisance, ce livre. C'est-à-dire que déjà, dès qu'on ouvre un chapitre, chaque état, je le décris sans complaisance. Et vous le faites très bien. C'est un livre en 2 parties où vous nous détaillez et expliquez que nous avons tous des états fragiles et aussi des états qui élèvent, et que tous oscillent en nous, en tout cas pour les 9 premiers, et peuvent
parfois s'imbriquer. Alors, je ne sais pas si le terme est très bien choisi dans imbriquer. En tout cas, je vais les citer. Les états fragiles, c'est le désespoir, l'avidité, l'animalité, la colère, la tranquillité et la joie temporaire. Et les états qui élèvent, c'est l'apprentissage, la compréhension, la compassion et peut-être pour arriver à la plénitude. Mais on peut aussi, finalement, être dans une forme de plénitude et avoir, à un moment donné, un sentiment de désespoir, d'avidité. C'est ce que vous essayez, en tout cas, de nous dire dans cet ouvrage, qui peut-être permet de nous faire comprendre qu'aucun des 10 états n'existe seul. Ils sont tous temporaires. Et ce que vous nous dites, finalement, et c'est peut-être la révélation, aucun état n'est permanent ou définitif et aucune blessure n'est une fatalité. Exactement. Donc, c'est plein d'espoir finalement. Exactement. Et puis, ça permet d'humaniser aussi chaque état et de se dire qu'en tant qu'être humain, alors moi, je m'inspire d'un grand sage bouddhiste du 6e siècle. Et attention, encore une fois, je m'en inspire, mais c'est pas du tout un livre prosélyte. C'est juste pour moi une sagesse intuitive qui peut s'adapter dans la vie quotidienne, peu importe l'obédience. Bien sûr. Et c'est vrai que ce qu'il explique, donc Tian Tai, ce grand sage, c'est il a décrit la cartographie de notre monde intérieur avec 10 états, où chaque état finalement a aussi les 9 autres à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est que du bon sens. On peut être le matin de mauvais poil, et puis après on apprend une bonne nouvelle, c'est la joie temporaire, et puis ensuite après on se retrouve, je ne sais pas, devant le mont Fuji, au coucher du soleil, on ressent une certaine plénitude. Voilà. Mais ce que j'explique, c'est que c'est important de savoir que chaque état n'est pas à retirer, mais à humaniser, à alchimiser, à déposer de la lumière. Par exemple, dans l'état de désespoir, c'est le point de départ vers le bonheur. Exactement. La colère, lorsqu'elle est juste, elle devient justice. Lorsqu'elle est lumineuse, ça devient justice. C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre au travers de toutes ces émotions, que même la plus sombre contient une lumière finalement à soupçonner dans une approche assez psycho-spirituelle. Vous nous embarquez, alors je n'ai pas le souvenir d'avoir lu ce mot dans votre ouvrage, et je pense que vous ne l'aimez pas, c'est le mot résilience. Ah oui, pourquoi je l'aime pas? Si, j'aime beaucoup. Je sais pas, c'est un sentiment. Oui, non, parce que alors moi j'appelle ça la réforme. Mais si je parle aussi de résilience aussi, j'appelle ça la révolution intérieure, parce que ça demande de révolutionner son esprit finalement tous les jours. Vous savez pourquoi révolution? Parce qu'en fait j'aime, et d'ailleurs j'encourage vraiment toutes les personnes à se dire, pour moi aujourd'hui, être un être humain, avoir un bon comportement humain, c'est savoir se renouveler chaque jour, gagner en humilité, être toujours un élève de la vie. Et finalement, vous voyez, quand vous observez l'univers, il est en mouvement toujours constant. À l'intérieur aussi, il faut qu'il y ait ce mouvement, qu'il soit vraiment dans ce prolongement de l'univers, vous voyez ? À travers des contes inspirants. D'ailleurs, vous me direz d'où ils viennent, parce que je les trouve merveilleux. Est-ce que c'est vous qui les avez écrits? Pour beaucoup. Il y en a certains où je me suis inspirée 2 ou 3 du Sutra du Lotus. Ce sont des contes, des paraboles de sagesse ancestrale, du dernier enseignement du Bouddha. Et sinon, oui, les autres, c'est moi qui les ai inventés. Alors, à travers ces contes que j'ai trouvés inspirants, il y a aussi des témoignages et des exercices pratiques validés par les neurosciences, comme la respiration, la visualisation, l'écriture intuitive, l'encouragement, le sourire, la création, la gratitude, le silence, le miroir du matin. Ça ne parle forcément pas beaucoup à nos auditeurs, mais la manière dont vous l'écrivez, Karine Arsène, c'est vraiment des vrais exercices qui peuvent nous aider au quotidien. Il y en a beaucoup. En tout cas, je les ai tous moi-même pratiqués. Et c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y en a un, principalement, pour nous donner un exemple, pour nos auditeurs, qui a spécifiquement marché sur vous, et dans quel état vous étiez à ce moment-là, pour expliquer comment ça a évolué en vous? L'écriture expressive. Ça, beaucoup de personnes ne soupçonnent pas la magie de l'écriture expressive. Alors, qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs? Eh bien, en fait, vous prenez... justement, quand on n'est pas bien, ça c'est un petit exercice qu'on peut faire pour déposer des mots, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps, dans cette non-dualité entre le corps et l'esprit. Donc c'est important, tout ce qu'on n'a pas pu exprimer dans la journée, déjà le déposer sur une feuille. Donc vous prenez une feuille, et là c'est pas un concours d'écriture, c'est vraiment, et c'est que pour vous, et après le relire. C'est juste, par exemple, se dire, voilà, aujourd'hui, papa, ce que tu m'as dit, ça m'a fait de la peine.
Et j'avais envie de te dire ça. Et en même temps, j'avais pas envie de provoquer une colère. Et ensuite, après, je dis n'importe quoi, là, Bien vraiment, sûr. c'est ce qui me vient. Je pense à un adolescent, parce que j'ai aussi écrit pour les ados, ce livre-là, aussi pour les moins jeunes. Et puis ensuite, se poser une question à soi-même, être son propre coach. Qu'est-ce qui fait que t'as pas eu le courage? J'ai pas eu le courage parce que quand tu es comme ça me fait peur. Et j'ai le sentiment que je vais encore plus me réprimer intérieurement et ça va me faire mal. Ok, pourquoi tu as mal? Pourquoi tu as peur de ça? Et donc, en fait, finalement, il va explorer soi-même. Et ensuite, il le relie. Une sorte d'interview, un peu auto-psychanalyse, comme C'est si on ça. se mettait dans la peau de quelqu'un qui nous regarde de haut, où on viendrait se répondre à soi, mais Alors, sans ça forcément serait- penser que j'irais- c'est à soi. Voilà, c'est mignon, Cyrielle, parce qu'on voit la déformation professionnelle. Mais c'est pas une interview, je dirais plutôt un dialogue avec son meilleur Ouais. ami. Et justement, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus, c'est quelqu'un qui va s'aligner à son cœur. C'est devenir son meilleur ami avec soi-même. Par exemple, je dis souvent à mes copines, quand elles me disent « Ah non, mais je me trouve pas belle », mais si tu étais ta meilleure amie, est-ce que tu te dirais ça? Si elle était assise à tes côtés. Donc c'est important de dialoguer avec son meilleur ami. Sans être schizophrène. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'on peut considérer Karine Arsène, et je pense notamment à Thomas Dansbourg, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, et je sais que vous le connaissez bien, que vous l'aimez beaucoup. Et que je cite dans mon livre et que d'ailleurs. vous citez bien sûr dans votre ouvrage, qui a sorti un livre, et il est venu nous voir il n'y a pas longtemps pour en génial. parler, qui s'intitule « Te changer toi peut tout changer » aux éditions HarperCollins. Est-ce qu'on peut considérer que vous aussi, quelque part, les clés de cet ouvrage-là consistent à dire « Aime-toi toi-même ». C'est ça le bonheur, c'est ça la clé, t'accepter pour qui tu es, travailler sur toi et comprendre que toute la richesse du monde, elle est en toi et pas autour de toi. Alors, j'ai plutôt envie de vous donner comme message un message de paix. C'est-à-dire que s'aimer soi-même, je trouve que parfois, je comprends pas très bien cette phrase finalement. Beaucoup de gens disent d'ailleurs, tu sais, le jour où tu t'aimeras, tu rencontreras quelqu'un. Bon, franchement, je crois pas à ça. Je pense que les personnes aussi à nos côtés peuvent cheminer avec nous et nous aider énormément. Que ce soit une meilleure amie, un meilleur ami, notre famille, un parent ou quelqu'un qu'on a à nos côtés. Donc ça, j'y crois pas trop. S'aimer, parfois, c'est un long chemin et puis ça peut nous faire rentrer aussi dans une sorte d'égocentrisme, vous voyez, de narcissisme. Moi, j'encourage les personnes surtout à s'accepter comme ils sont. Je préfère ce mot-là. Parce que la paix est urgente. Et la paix, elle n'est pas lointaine. Elle commence déjà dans notre famille, avec nos voisins. Est-ce qu'on connaît le prénom de nos voisins? Est-ce qu'on fait un sourire à la boulangère? Est-ce qu'on enlève notre casque quand on est dans un taxi pour commencer à dialoguer avec quelqu'un? Moi, je fais toujours ça et je me retrouve parfois avec un musulman moi, j'ai parlé de ma foi, lui aussi, et pourtant, en créant des ponts d'entente, au lieu de se diviser, que ça soit avec un juif, un chrétien, moi, je suis pas, ou même quelqu'un d'ailleurs qui est agnostique. Pour moi, ce qui est important, c'est créer des ponts d'entente et commencer vraiment à parler en paix, quoi. Je vous pose cette question parce que quand on s'accepte soi-même, on peut aussi s'accepter avec des gros défauts. Et ne pas être forcément quelqu'un, je veux dire, c'est compliqué de dire ça, mais pas forcément être quelqu'un de bien et s'accepter quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? En fait, moi, je parle beaucoup de reprogrammation. C'est-à-dire que Voilà. L'esprit, c'est une entité vibratoire. Tout se loge dans l'esprit. Vous êtes ce que vous croyez. C'est pour ça le titre de mon livre. C'est que finalement, toute l'histoire que vous allez vous raconter, tout ce que vous allez nourrir dans votre esprit, finalement va avoir un impact sur vos paroles, hein, plus ou moins lumineuses selon ce que vous allez nourrir dans l'esprit, mais aussi sur vos actes. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui de nourrir ce que l'on a dans notre esprit. Qu'est-ce que vous nourrissez dès le matin? Est-ce que vous vous réveillez par la plainte, en déposant un nuage sur votre cœur, mais aussi peut-être sur celui que vous aimez à vos côtés, en disant « Oh là là, encore une sale journée. Oh là là, on a fait un café. Ah non, putain, on n'a plus de café. » Non, mais c'est vrai, beaucoup commencent la journée comme ça. Alors qu'on pourrait déjà ouvrir les yeux en se disant « Aujourd'hui, et je vous jure que je le fais tous les matins, je me réveille et je dis « Aujourd'hui, je vais passer une journée merveilleuse. » Je plante une cause déjà dans mon esprit. Je nourris la lumière. C'est ça la foi.
Vous restez avec nous, on continue cette émission avec Karine Arsène qui vient nous voir pour son ouvrage « Vous êtes ce que vous croyez », les clés de vos 10 états de vie chez Fayard. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent avec Annabelle Chakmes, Sarah Elbaz et puis bien sûr Christian Echaume. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, dans une première déclaration lue en son nom, le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei soutient la fermeture du détroit d'Ormuz comme moyen de pression et à la poursuite des attaques contre le Golfe. Il affirme que l'Iran ne cible que les installations militaires mais poursuivra ces attaques si nécessaire. Khamenei mentionne également que si ses ennemis utilisent des explosifs, l'Iran répondra en détruisant leur installation. Plus de 5 tirs de roquettes depuis le Liban ont été détectés en direction du nord. Certaines ont été interceptées, les autres ont explosé en terrain découvert. Aucun blessé n'a pour le moment été signalé. L'armée israélienne a ordonné l'évacuation immédiate des civils situés au sud du fleuve Zahrani, dans le sud du Liban, à cause des combats avec le Hezbollah. Cette nouvelle directive concerne désormais des dizaines de villes supplémentaires. Par ailleurs, Tsahal a détecté un nouveau missile balistique iranien, tandis que des sirènes retentissent en Galilée à cause de roquettes et possiblement de drones provenant du Liban. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a appelé le Hezbollah à immédiatement mettre fin à ses attaques. Il exhorte également Israël à clairement renoncer à une offensive terrestre au Liban après s'être entretenu avec son homologue libanais Joseph Aoun. La France est aux côtés de ses amis libanais, a de son côté déclaré le ministre français chargé du commerce extérieur, alors qu'un avion a décollé ce matin vers le Liban avec 60 tonnes d'aide humanitaire à son bord. L'acquisition d'armes nucléaires par l'Iran est une priorité plus importante que la hausse des prix du pétrole. Déclaration du président américain Donald Trump. Il rappelle que les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole. Par ailleurs, le ministre américain de l'énergie précise que l'armée américaine n'est pas prête à escorter des pétroliers dans le détroit d'Ormuz car tous les moyens militaires sont concentrés sur la neutralisation des capacités offensives de l'Iran. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve évidemment à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Karine Arsène et mes chroniqueurs sur Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. On va en parler. On va le dire à l'antenne. Alors Karine Arsène, voilà. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous venez de recevoir comme message? Les auditeurs ont pris. Voilà, David Lantin qu'on embrasse très fort et qui parlait de vous. C'est tellement drôle. Et donc il disait que vous étiez quelqu'un de formidable, d'investi, de sérieux dans son travail et que vous avez toujours travaillé vos interviews. Et je voulais vous le dire parce que c'est vrai. Écoutez, je remercie beaucoup David Lantin qui était sur M6 pendant très longtemps et oui. j'ai été sur M6 mais je pense pas qu'il le sache. En tout cas, C'est je le vrai. remercie énormément pour ces très très jolis mots. Ouais. Évidemment, on va continuer à parler de votre ouvrage, Karine, avec ce livre « Vous êtes ce que vous croyez » aux éditions Fayard. Vous venez de l'évoquer il y a un instant. Finalement, notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. C'est ce que vous venez nous dire. Et lorsque notre esprit est lumineux, le reste aussi le devient. Le reste rejaillit évidemment quand on donne de la lumière et qu'on l'a en soi. Eh bien, on la propulse au travers de nous. Vous écrivez une phrase que j'ai trouvée aussi tout à fait excellente. Dans un monde, d'ailleurs, vous démarrez ce livre comme ça. Dans un monde où les repères vacillent, où le bien et le mal se confondent, garder son équilibre relève de l'exploit. J'ai même envie de dire
pour d'autres aujourd'hui, trouver son équilibre relève de l'exploit. C'est très difficile. C'est Et vous presque avez- digne d'un Avenger. Hein. Exactement. Et vous avez parlé, il y a quelques jours, il me semble que c'était aux côtés de Pascal Praud sur Europe 1, vous parliez du monde dans lequel on évolue aujourd'hui. On est sur Radio J, on est sur une radio qui parle beaucoup de l'actualité pure, avec notamment des mots d'Emmanuel Macron qui relèvent de la case animalité. Et j'avais envie que vous nous en parliez aujourd'hui. Oui, en fait, c'est ce que j'avais dit, c'est que lorsque j'ai été un peu surprise de savoir qu'aujourd'hui, le dialogue d'un président de la République soit qu'il faille être craint et déjà parler de gagner une guerre, personne ne gagne une guerre. Il n'y a que des mères en pleurs. Et c'est l'état d'animalité, c'est craindre le plus fort et écraser le plus faible. Et moi j'aime toujours reprendre l'image d'une famille. C'est exactement la même chose qui, par extension, crée des guerres, crée des dysfonctionnements écologiques, crée des épidémies. Qu'est-ce qui se passe dans une famille ? Et dans Eh bien, quel c'est la effet même chose. Eh bien, dans une famille, si par exemple mon frère a un flingue, et que déjà s'il a un flingue, c'est qu'on n'arrive déjà plus à dialoguer, hein, voilà. Il a envie que je le crains. Donc, comment voulez-vous, en fait, qu'on crée la paix déjà ? Alors, donc, je vais en prendre un mot aussi, et c'est le premier qui tire. Alors, là, on va me répondre, c'est souvent ce qu'on me dit, Karine, il faut bien que tu te défendes. Mais vous savez, moi, je crois aussi à la paix par la non-violence. Et qu'aujourd'hui, je serais prête même je crois au grand pouvoir du cœur. Quand je vois Aung San Suu Kyi devant ses soldats arriver dignes, les regarder, ces petits jeunes, habillés là, avec leurs mitraillettes, ils n'arrivent même pas à tirer. Et donc ça, c'est le grand pouvoir de la foi. Écoutez, moi j'ai très envie de vous croire évidemment et d'aller dans votre sens. Malheureusement, la vie fait que on arrive là quand il n'y a plus de dialogue, et on a bien vu, pour parler du Moyen-Orient, tous ces dialogues qui finalement n'aboutissent à rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les armes sont là. Mais évidemment que se changer soi et peut arrêter ce chaos à un moment donné, si on se dit que on fait une sorte de paix intérieure avec soi-même et du coup avec les autres. C'est un peu ce que vous voulez nous dire. C'est plus qu'une paix intérieure, parce que là, il y a un peu le côté un peu zénitude, intériorité, etc. Alors moi, j'aime l'action et j'aime vers les autres. C'est plutôt commencer à dialoguer et déblayer ses blessures, son histoire, son éducation. C'est reprendre l'autonomie de sa vie dans sa racine. C'est une très bonne pièce d'Ismaël Saïdi qui s'intitule Jérusalem, qui je crois ne joue plus mais que je recommande très chaudement, qui explique exactement ce que vous venez de nous dire. Donc ça semble comme ça peut-être un peu perché pour certains qui nous écoutent en se disant oui bon c'est très joli ces mots, mais pourtant c'est tellement la vérité quand on entend ces gens qui se parlent les uns les autres avec leur histoire, leur vécu, leurs ancêtres, on se rend compte forcément qu'il y a des similitudes, et c'est là où les chemins peuvent se croiser et trouver des ponts, je dirais. Mais les uns avec c'est les même autres. pas perché. Pour moi, ceux qui sont perchés, c'est ceux qui sont en train d'être à deux doigts d'appuyer sur un bouton rouge. Non, mais est-ce qu'on se rend compte de la bêtise ? Pour moi, ce sont des ignorants. Mais vraiment, on devrait s'insurger. Moi, je suis pas du tout perché. Pourquoi j'y crois ? Parce qu'en fait, j'attends pas que les autres y croient. C'est que moi, je veux le croire. Et moi, je le fais tous les jours. C'est pas parce que je suis à la télé, si j'écris des livres, si je passe à la télé, etc. Je n'ai jamais fait de compromis avec mes valeurs. J'ai déjà refusé des émissions de télé. J'aurais pu être très célèbre et bien plus tôt. Mais j'ai toujours voulu servir la véritable lumière. Et c'est pas celle des plateaux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont ce cœur de mère et on n'a pas besoin d'avoir un enfant pour l'avoir. Et je pense qu'on ressent. Aucune mère ne laisserait un enfant partir en guerre. Je suis bien d'accord avec vous. On le Je suis protégerait. bien d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai vu une interview là-dessus. Bref, on pourrait en parler très longtemps, mais de quelqu'un qui disait « Mon fils n'ira jamais à la guerre ». Et c'est très souvent... Alors, Oh oui, je l'ai entendu ce podcast. vous l'avez entendu ce podcast ? Mais génial. Chez Mouloud Achour, je crois. Exactement. Mouloud, que j'embrasse bien fort. Ah, moi aussi, je l'adore. Vous avez été animatrice de télévision. Karine Arsène, c'est ma transition. Chaque dimanche matin pendant 7 ans, dans l'émission Le MAC qui fait du bien sur C8. La fin a été un peu compliquée, évidemment. Quand il y a une fin,
on en souffre, mais c'est un éternel recommencement et c'est aussi un début. C'est ce que vous dites dans cet ouvrage-là, puisque finalement, vous dites que quand il y a une douleur, c'est une fin et puis qui amène à un renouveau. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez des nouveaux projets? Et racontez-nous, évidemment, on veut savoir. Déjà, il y a ce livre, la sortie de Vous êtes ce que vous croyez. Ça, c'est un vrai bonheur parce que finalement, c'est un support qui me permet de dialoguer. De vous voir aujourd'hui, de passer un bon moment. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je me sens vraiment en sécurité, en lieu sûr ici. Ça fait du bien, on se sent écouté avec le cœur. Vraiment, je vous remercie. Et voilà, c'est de transmettre, donc ça c'est magnifique, de faire des conférences. Je vais bientôt faire le Grand Rex aussi, où je vais parler justement, pour moi, c'est vraiment une conférence sur la paix. Et je reprends un enseignement du 6e siècle par un grand maître bouddhiste sur les 9 consciences, pour élever sa conscience. Parce que vous savez, je vais vous dire juste une chose qui est très importante. En fait, l'homme a aussi une conscience où il comprend qu'on est tous reliés du microcosme au macrocosme. C'est l'unité. Et si vous regardez l'étymologie du mot diable, parce que je l'ai regardé par curiosité, vous savez ce que ça veut dire? Celui qui divise. Tout ce qui divise, finalement, c'est là où se loge, entre guillemets, d'accord, l'obscurité fondamentale. C'est assez incroyable que vous parliez de ce mot aujourd'hui parce que Lise Gutmann, ce matin sur notre antenne, qui est présentatrice du Yiddish Show et d'une émission, me disait, tu sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui sur l'antenne de Radio J, j'ai parlé du mot diable et j'ai fait un petit pont là-dessus en expliquant ce mot-là. Donc c'est assez incroyable que vous nous parliez de cela, Karine. Honnêtement, vous m'auriez dit ça hier, je vous aurais pas répondu. Mais là, c'est assez incroyable. Karine Arsène, j'ai très envie qu'on dédie cette émission à un ami que nous avons en commun qui s'intitule Franck Apieto, que j'embrasse bien fort. Voilà. Donc je voulais qu'on lui dise un petit mot toutes les deux. Oh non, mais c'est-à-dire qu'il est là? Il est pas là. Je voudrais qu'on dédie cette émission. Moi, je suis très sensible. Plus je vieillis et plus je le suis. Écoutez, je voulais qu'on l'embrasse bien fort parce que c'est un être assez exceptionnel que j'ai eu l'occasion de rencontrer, la chance de rencontrer, qui est l'ancien directeur de C8, avec qui j'imagine vous avez travaillé longtemps, qui vous a peut-être même donné votre chance. Et je voulais que vous lui disiez peut-être un petit mot puisque vous l'embrassez bien fort dans ce livre et je sens que vous avez les yeux très émus. Oui, je suis émue parce que c'est plus que mon frère, c'est ça, on s'appelle tous les jours. C'est que voilà, c'est des liens comme ça qu'on ne peut pas expliquer, mais qui sont profonds. Il m'aura appris tellement de choses aussi, et notamment l'abondance. C'est comment la beauté dans les sentiments, la beauté mais même quand il dresse une table, quand il parle à une fleur. Non mais il va rigoler quand je vais dire, quand il va m'entendre, mais c'est vrai que c'est un ami cher à mon cœur, parfois qui peut être sévère, mais je sens tellement son amour et c'est un soleil. J'aurais tellement de choses à dire, je pourrais écrire un livre sur lui. Écoutez, j'aimerais qu'il vienne nous rejoindre peut-être bientôt, en tout cas dans une autre émission. Oui, maintenant qu'il est dans sa belle maison à Dax, je ne sais pas s'il viendra. Ne vous inquiétez pas, on le fera venir, on l'embrasse très très fort. On va parler littérature maintenant avec une transition tout à fait trouvée avec un livre qui va certainement vous plaire, proposé par Annabelle Chakmes. Ah, formidable. Radio J. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Karine. Bonjour, comment allez-vous? Mais ça va super. Je vais vous parler aujourd'hui, mesdames, d'un ouvrage pour lequel j'ai eu un profond coup de cœur parce qu'il s'agit de l'histoire d'un homme qui a cru en lui, qui a lutté contre des faits établis, contre la société, contre lui-même aussi, pour vivre la vie qu'il s'était choisie. Alors le livre dont vous allez nous parler, Annabelle, c'est On l'appelait Benny Diamond de Michael Dichter, sorti aux éditions Les Léonides. En effet, ce livre raconte l'histoire de Benny Goodman qui grandit dans une famille juive orthodoxe d'Anvers et qui n'est pas spécialement fan du destin que lui dessine son papa. Il rêve plutôt du quartier des Diamantaires où son grand-père a fait fortune, mais ce grand-père n'a jamais fait partie de sa vie. Et Benny, qu'il regarde de loin, va tenter de comprendre pourquoi. Déterminé, il bouscule le socle familial où la tradition fait loi, mais il va aussi faire chavirer ce monde fermé du diamant. Il va appréhender les codes de ce milieu où la réputation et la parole donnée sont tout aussi précieuses que les pierres, et c'est là que Benny va apprendre la vie, la vraie. Trahison, découverte de secrets de famille, amour complexe, le tout dans une ambiance juive traditionnaliste absolument
passionnante. Alors déjà, vous n'auriez pas pu mieux trouver parce que le premier livre de Karine Arsène s'intitule Se forger un cœur de diamant. On n'avait pas fait le lien ensemble, pour être franche. On n'avait pas fait le lien, mais voilà, on le trouve en discutant et puis il y a un lien qui va arriver. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'écriture de ce livre ? Absolument tout. Michael Drichter a écrit là une véritable saga juive transgénérationnelle, franchement fabuleuse. À la croisée des chemins entre Balzac, Isaac Bashevis Singer et Paul Lussulitzer. Ce livre vous saisira et vous aimantera littéralement presque autant que les boulettes ou le foie haché de votre maman un vendredi soir. Michael Dichter est scénariste, mais il n'a pas commis l'erreur de rendre son ouvrage trop scénarisé. Bien que très imagé, son récit est infiniment littéraire. Preuve en est avec ce passage: l'éternité, pense-t-il, n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on transmet. Désormais, ce qu'il bâtira ne reposera pas sur des pierres, mais sur des gestes, des choix, des actes qui porteront une part de Rivka, sa mère, une part de lui-même. En conclusion, Annabelle. Vous savez, quand une lecture vous submerge d'émotions, on peut parfois être un peu comme sidéré. Et j'ai eu peur que cette sidération me fasse perdre les mots pour vous parler de ce livre tellement je l'ai adoré. J'ai été très émue au fil des pages de voir Benny Goodman devenir Benny Diamond, parce que ce jeune homme, c'est l'incarnation même de l'espoir de la génération d'après, celle qui décide de s'affranchir de la pesanteur d'une histoire trop lourde en agissant et en l'affrontant pour avancer. C'est magnifique. Vous avez eu envie d'évoquer rapidement un autre livre aussi qui vous a également plu, Annabelle. Oui, rapidement. Comédie romantique de Julie Estève aux éditions Stock, qui sort aujourd'hui et qui raconte le combat intérieur de Louis, alcoolique, bouleversé par le retour de son amour d'enfance et qui entrevoit pour la première fois une possibilité de changement. Ce livre est écrit avec un style volontairement confus et absolument brillant, qui traduit l'ivresse et éclaire sur la dépendance et la complexité des rapports humains teintés d'alcool. J'ai adoré ce livre qui aide à réaliser que rien n'est figé, que certaines rencontres peuvent réapprendre à regarder le monde autrement, donner un nouveau souffle. Finalement, on comprend dans cet ouvrage qu'accepter l'amour, c'est tout simplement décider de rester vivant. Merci beaucoup, Annabelle Chakmes. 2 livres aujourd'hui que vous nous proposez. On l'appelait Benny Diamond de Michael Dichter aux éditions Les Léonides et aussi Comédie romantique de Julie Estève aux éditions Stock et dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Annabelle. Merci. À la semaine prochaine et tout de suite, c'est le billet du jour avec Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle, bonjour Karine. Bonjour Sarah. Vous allez bien ? Très bien, je suis bien avec vous là. On va pas rester longtemps là. Karine, je vous avoue, aujourd'hui ça a été compliqué d'écrire cette chronique. Parce qu'en fait, tout ce que vous dites, quand j'ai regardé un petit peu les émissions, etc., je suis hyper d'accord. Mais du coup, je me suis sentie un petit peu spectatrice. Je me demandais, mais je vais faire une blague ou juste hocher la tête et vous regarder un Coca Zéro dans la main en disant, mais oui, voilà, on va faire ça. Je m'imaginais très bien en train de faire ça, mais oui, tout à fait, Karine. Mais me voilà quand même, parce que je suis quand même un petit peu professionnelle. Alors, je dis un petit peu. Alors, vous savez, pour la petite histoire, un jour, j'ai compris quelque chose. J'ai décidé d'arrêter d'être spectatrice de ma vie et de devenir actrice de celle-ci. Alors, à 30 ans, j'ai fait une école de cinéma pour être comédienne, faire du stand-up, écrire, bref, oser. Sortir de ma zone de confort. C'était pas simple, mais c'est vivant. Parce que c'est vrai qu'être commercial sédentaire avec un salaire correct et des RTT, c'était plutôt rassurant. Alors que pointer au Pôle emploi spectacle le matin et le soir faire des vannes dans des bars pour 3 €, ok, ça pique un petit peu, mais bon, ça fait du bien. Après, ça me donne un petit côté, vous savez, Toulouse-Lautrec. Fauché, mais passionné. L'absinthe en moins. Parce que je digère mal. Et vous savez ce que j'ai découvert en chemin dans ma transition de vie ? La lumière. Déjà. Et puis Cyrielle. Et que les émotions. Et c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est ma lumière. Et j'ai découvert que les émotions, c'est un peu comme des vagues de tsunami. Et que si on les laissait pas passer, et en fait, on finit noyé. Et je vous parle d'une maman de 2 enfants bas âge. Donc le soir, je connais pas mal de tsunamis. Mais c'est complètement ok, parce qu'en fait, je trouve que si on ne traverse pas ces émotions, on est frustré. Alors la frustration, c'est bien, mais les émotions frustrées, j'aime pas trop. Et moi, j'ai pas envie que mes enfants, ça devienne des adultes frustrés des émotions.
Alors, vous savez, je l'ai déjà évoqué dans une autre émission, mais moi, chez moi, j'ai une pratique d'éducation qui s'appelle la méthode ghetto-souris. En fait, c'est une version arrangée de Montessori, mais c'est être bienveillante. Je l'avais pas. Ah voilà, ghetto, voilà. Être bienveillante dans le chaos, survivre dans un environnement parfois un petit peu hostile. Voilà, ghetto-souris. Parce que c'est vrai qu'expliquer à un bébé en presque terrible tout que non, c'est pas ok de manger les restes dans la poubelle, ben, parfois ça relève plus d'une négociation géopolitique que d'un moment doux. Hein. Mais je vous explique, la méthode ghetto-souris, c'est un peu ça. C'est si mon fils est content parce qu'il pleut, et ben mon fils enfile ton kawaii, mets tes bottes et on va danser sous la pluie en fait. Et si t'es pas content, Comme si personne ne nous regardait. c'est vrai. exactement. Et si t'es pas content, tu peux m'expliquer pourquoi. Et oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi, mon fils. Quand ton copain t'a dit que Hulk était plus fort que Spider-Man, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, Hulk, c'est juste un gars qui a pris trop de prot à la salle, alors que Spider-Man, il grimpe sur les murs. Enfin, soyons honnêtes. Et si t'es en colère, mon fils ou ma fille, bah, vous pouvez vous exprimer. Je vais pas mettre ça sur le compte d'un caprice. Après tout, pourquoi prendrait-on au sérieux un adulte de 40 ans en crise de la quarantaine qui passe son temps sur Tinder à draguer dès 2002 et pas un enfant qui découvre la vie? Voilà, soyons factuels un petit peu. Et j'ai des noms. Et tous les matins, je leur dis avant de les déposer à l'école ou chez la nounou, je leur dis, vous savez, vous êtes importants. J'en fais un point d'honneur, même quand j'ai encore la choucha sur les cheveux comme ça, ou encore des petites crottes d'œil comme ça qui traînent, et pas de café dans les veines, je leur dis. C'est hyper important pour commencer la journée. Cette méthode, donc ghetto-souris, c'est aussi choisir ses combats. Oui, mon panier à linge sale peut déborder, ma vaisselle peut s'empiler, mais si là tout de suite mon fils décide qu'on va faire des tours de magie, eh ben je me transforme en David Copperfield. Ou si moi, j'ai décidé de prendre un bain, eh ben je tire mon rideau de douche tout simplement et j'oublie tout ce qui est en lien avec de la soupline. Voilà tout. La vie c'est simple après tout. Et attention, ça veut pas dire que tout est parfait, bien au contraire, c'est le principe même du ghetto-souris. Le chaos, les rires, le shampoing sec utilisé à outrance parce que j'ai préféré dormir que de me laver les cheveux, les pâtes alphabet apparemment beaucoup plus fun que tout autre type de condiment. Bref, c'est la vraie vie quoi. Alors vous voyez, c'est fou. Parce qu'un jour, comme je vous ai dit, j'ai décidé que je n'étais plus OK avec ma vie. J'ai décidé que j'allais tout chambouler. Monter sur les planches, faire des bébés, raconter ma vie à la radio et rencontrer des personnes aussi inspirantes que vous, Karine. Et en fait, c'est exactement ça dont je voulais partager avec vous cet après-midi, vous ou ceux qui m'écoutez. La liberté de choisir sa vie, même quand ça déborde un peu partout. Et ben moi, je trouve ça complètement magique. Eh ben bravo. Merci beaucoup Françoise Dolto d'être venue nous voir aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. J'ai un petit peu un lien avec Carlo, je trouve. Merci beaucoup Sarah Elbaz. Il y a une très bonne Sarah. interview de vous qu'on peut retrouver, alors dites-nous tout. Oui, samedi soir, j'ai eu l'honneur d'être interviewée par dans le Inon Show, voilà, par Inon, et qui interviewe des personnes qui ont parfois des parcours de vie inspirantes ou différentes, voilà. Et donc ça sort samedi soir à 19h. Je partagerai ça sur mes réseaux, sur l'Instagram de l'Inon Show. Merci Le Yinon beaucoup Show. Sarah Elbaz, Yinon Show. Voilà, comme Merci Inon. mille Merci fois beaucoup, pour cette Cyrielle. interview. Tout de suite, c'est votre portrait, Karine Ah, Arsène. waouh, j'ai peur. Le portrait psychologique. Radio J. Voilà, comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et cela se passe dans le regard aujourd'hui de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Karine. Bonjour Christian. Alors faut pas avoir peur parce que c'est pas le mag qui vous fait du bien, mais c'est la chronique qui vous fait du bien. Oh là là. Et on Est-ce va que vous voir, avez vu l'élégance, la façon dont il nous regarde? on va voir ce qu'on a cru Oui. de ce que vous êtes. Ok. Et il y a cette enfance qui commence et qui est un peu difficile, avec de la souffrance, avec des drames. Et puis cette dualité que vous nous avez racontée, ça veut dire je vis entre deux mondes. À la fois je suis très proche de ma mère, et à la fois ma mère elle a une éducation assez stricte. Et vous nous avez parlé de fusion. Ça veut dire que dans la fusion, il y a deux personnes qui n'en forment qu'une, et on est dans l'interdépendance. Ça veut dire que j'aime souvent à dire qu'un couple, pour moi, c'est 1 + 1 = 3. Toi, l'autre, bien toi, moi et nous. Or, dans la fusion, il n'y a que du nous. Il n'y a pas de toi, il n'y a pas de moi. Et donc cette fusion, elle est très compliquée parce qu'on s'oublie, on pense à l'autre, ou on pense au nous, et on ne vit pas soi-même, on ne se développe pas soi-même. Et puis ensuite, vous nous avez parlé de cette difficulté et de cette nuit noire de l'âme. Et là, on est dans un comportement
qui se répète, qui est dans la dépendance affective. Quand on a vécu dans la fusion, on est dans la dépendance affective. Ça veut dire qu'on cherche absolument à retrouver un nous. Et quand on perd ce nous, on perd tout. On a l'impression d'être rien. Et là, vous avez utilisé un mot qui est intéressant, c'est le mot catalyseur. En chimie, un catalyseur, c'est celui qui permet une réaction chimique, mais en fait, la réaction chimique, elle existe déjà. Mais il l'accélère. Et donc, c'est là qu'on voit le début de votre résilience. Ça veut dire que ça a été une accélération du fait que j'ai vu les choses et j'ai compris les choses. Et j'ai fait en sorte que de ce nous, je passe à moi. C'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, c'est tout simplement sa propre identité que je suis en train de former, de respecter et d'aimer. Et c'est là que vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est qu'on passe de la peur, comme vous avez eu peur de cette chronique, à l'envie. Non, j'ai pas eu peur, je plaisantais. De l'envie. Ça veut dire l'envie d'être heureuse. Alors que si on a peur, on est dans un mode défensif. Quand on est dans l'envie, on est dans quelque chose, comme vous nous l'avez dit, le mouvement, le fait que je vais de l'avant, j'essaie de comprendre et j'avance. Et puis on voit que de cet épisode, vous êtes dans la transmission. Ça veut dire que vous êtes dans l'accompagnement. Vous redonnez cette énergie aux autres, ce pouvoir de transformer notre propre croyance. Et puis vous êtes toujours aujourd'hui positive, inspirante, dans des réflexions, dans l'émotion, et toujours imagée, avec quelque chose qui nous porte vers l'avant, mais qui nous parle, ce côté pédagogue que vous avez. Et on a eu ce petit moment sur le bonheur, sur ce bonheur durable, qui est intérieur et qui n'est pas extérieur. Ça veut dire cette approche qu'on doit avoir de nous-mêmes, qui peut ensuite rayonner vers les autres. Comme un diamant. Exactement. Mais vous savez qu'un diamant, à la base, c'est que du graphite, donc c'est du carbone. C'est un minerai qui provient du charbon, oui. Voilà. Et vous m'avez fait penser à une phrase qui est, alors ici c'est pour une femme, mais la phrase c'est « Est heureux l'homme qui a conscience de ce qu'il a ». Et nous devons avoir conscience de ce que nous avons, parce qu'on se concentre, comme vous nous l'avez dit, souvent sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on voudrait avoir, en oubliant ce qu'on a. Alors sur Radio J, aujourd'hui, on a appris de vous que il y a tout ce système de pensée et de croyances, et qu'en fait les pensées peuvent influencer la parole, que nos paroles peuvent influencer nos actions, et que nos actions peuvent créer la réalité. Bravo. Vous êtes ce que vous croyez. Exactement. Et donc, même si notre vie se crée sur un château de sable, comme vous nous l'avez dit, vous êtes dans le remerciement, vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans l'encouragement, une élève de sa propre vie. Oh, et... je l'ai dit ça tout à l'heure ? Oui. Ah, parce que je l'ai dit ce matin à David Lantin. Mais c'est vrai, on est tous des élèves. Merci de l'avoir retenu. Et devenir la meilleure amie de soi-même. Alors pour conclure, je dirais que on passe beaucoup de temps, nous tous, à essayer de changer notre vie, alors que le premier changement commence souvent dans la manière dont nous nous racontons notre propre histoire. Avec vous, on voit que nos racines, nos croyances sont des racines, mais elles peuvent devenir des chaînes, et nous faites comprendre ce mécanisme pour qu'on puisse les dépasser. Alors merci. Oh, merci infiniment. Merci beaucoup, Christian Richaud. Je comprends maintenant pourquoi, Christian, vous étiez là à prendre des notes. Derrière, j'ai eu mince, il fait ses devoirs ici à côté de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian Richaud, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Karine Arsène. Déjà, vous êtes venue nous voir pour Vous êtes ce que vous croyez, les clés de vos 10 états de vie sortis chez Fayard. Merci beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Déjà, je vous remercie, vous, parce que finalement, encore une fois, la paix, ça commence là où on est, sur notre terre. Et je suis ravie de connaître toute cette équipe où on sent la bienveillance du début jusqu'à la fin. Et finalement, ça, c'est un petit grain de sable, mais si tout le monde était comme vous, eh bien, ça serait déjà une plage. Merci beaucoup, Karine Merci Arsène, beaucoup d'être venue nous voir. À la réalisation audio et vidéo cette semaine, Ethan Anoukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi dès 15h avec mon invité Pierre Assouline pour son manifeste Tenez bon, un manifeste sur les livres qui nous aide à ne pas renoncer. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. À lundi. Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Santa Batalé.